Dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, ça va? Vous n'êtes pas trop endormi? Donc, on en est dans le manuel, on en est à la page 63, les aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Hein? Donc, on parle des aspects. En fait, on parle des aspects du connaisseur relevant des antidotes. Donc, vous vous rappelez, il y a aspect du connaisseur. Et dans les aspects, il y a l'aspect du connaisseur et l'aspect objectal. Hein. Quand on parle d'un aspect, on parle en fait donc soit des objets qui sont réalisés par la conscience, soit de la conscience elle-même. Hein. Et donc ici, dans ce contexte, c'est un aspect du connaisseur qui relève des antidotes et c'est un connaisseur sublime. Ces aspects, ce sont des sagesses supérieures. Et donc, on a vu, il y a les aspects du connaisseur qui relèvent des connaisseurs des bases, donc qui sont des connaisseurs des bases, et des aspects du connaisseur, c'est-à-dire des sagesses, qui sont des connaisseurs des chemins, et des sagesses, des aspects du connaisseur, qui sont des connaisseurs sublimes de tous les aspects. Quand on parle de connaisseur sublime de tous les aspects, on parle de quoi ? En fait, un connaisseur sublime, parmi les trois connaisseurs, il y a le connaisseur des bases, connaisseur des chemins, connaisseur de tous les aspects, hein, correspond en fait donc le premier c'est spécifique aux Aryas. En fait, on les trouve chez les Aryas du Hinayana. Enfin, on les trouve chez tous les Aryas, mais on les trouve c'est spécifique en fait aux Aryas du Hinayana. Hein, ce sont des réalisations qui sont dans la classe, qui font partie de la classe des réalisations du Hinayana. Et donc, quand on parle d'un connaisseur sublime de tous les aspects, en fait, en tibétain, c'est très une façon de dire, c'est Namkyen. 2 syllabes pour connaisseur sublime de tous les aspects. Hein. Et Namkyen, ça veut dire qui connaît tous les aspects. Et c'est l'esprit omniscient. C'est l'esprit qui connaît tout. C'est l'esprit omniscient, hein, le connaisseur sublime de tous les aspects. Et donc, c'est la sagesse omnisciente d'un Bouddha. C'est quelque chose qu'on trouve que chez les Bouddhas. Hein. Donc, ici, le Namkyen, c'est-à-dire c'est beaucoup plus facile en tibétain. Le connaisseur sublime de tous les aspects, c'est une sagesse supérieure finale qui réalise, dans la définition, une sagesse supérieure finale. Quand on dit finale, ça veut dire abouti, parachevé, ça veut dire c'est chez le Bouddha. Hein. C'est complètement développé et on la trouve chez un Bouddha qui réalise tous les phénomènes.
Et donc, c'est un connaisseur sublime du continuum d'un Arya Bouddha. On le trouve que chez les Bouddhas, présent uniquement au niveau de la terre d'un Bouddha. Et donc ici, on regarde les aspects de ce connaisseur. Et donc, ce connaisseur, il y en a donc 110. Hein. Parmi les 173, on a déjà vu ce qui sont les aspects d'un connaisseur des bases et d'un connaisseur des sentiers ou des chemins. Et maintenant, on en est, si vous voyez page 63, hein, les 110 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Donc, il y en a, ils sont divisés en 37, 34 et 39. 37 qui sont les 37 aspects d'un connaisseur sublime de tous les aspects, c'est-à-dire des aspects de cet esprit omniscient. Et ici, on parle toujours d'aspect du connaisseur, hein, c'est-à-dire aspect subjectif, on pourrait dire, hein, objectif, objectal et subjectif, on pourrait dire. Donc, qui concordent avec ceux existants chez les auditeurs. Et ensuite, il y en a qui concordent avec ceux qui existent chez les bodhisattvas et d'autres qui sont non communs, c'est-à-dire qu'on ne trouve que chez les Bouddhas. Donc, il y a la définition d'un aspect du connaisseur, c'est-à-dire d'un aspect subjectif ou d'un aspect sujet, hein, d'un connaisseur sublime de tous les aspects, de l'esprit omniscient. Donc, en général, c'est un aspect d'un connaisseur final qui atteint. Donc, Geshe-la a donné la définition. Hein. Et donc, si je suis un peu mes notes de l'enseignement d'hier, en dépendant des connaisseurs des bases et des connaisseurs des chemins, on peut développer les aspects d'un connaisseur de tous les sublimes, de tous les aspects qu'on trouve exclusivement chez les Bouddhas. Tous les phénomènes sont des aspects objectaux, hein, de ce connaisseur sublime de tous les aspects de cet esprit omniscient. Et là, j'ai posé la question, c'était un peu parce que quelquefois il pose des questions, c'est des choses qui reviennent dans les débats. Il a demandé, est-ce que l'esprit omniscient, c'est-à-dire le connaisseur sublime de tous les aspects, est-ce que cet esprit omniscient, est-ce que c'est aussi un aspect objectal de l'esprit omniscient, d'un connaisseur de base de tous les aspects, hein? Est-ce que on peut dire l'esprit omniscient est l'objet de l'esprit omniscient, est connu par l'esprit omniscient, dit en d'autres termes, hein? Donc, est-ce que le connaisseur sublime de tous les aspects, est-ce qu'il est aussi un aspect objectal d'un connaisseur de tous les aspects? Et la réponse était oui. Hein? Toi, c'est non, toi, c'est oui. Oui, parce qu'en fait, l'esprit omniscient connaît tout. Donc, comment il ne connaîtrait pas l'esprit omniscient? Donc, bien sûr, c'est un objet. Bien sûr, c'est connu. Puisque l'esprit omniscient, un connaisseur sublime de tous les aspects, connaît tout. Hein? Tout ce qui existe est on l'a dit, tous les phénomènes sont des aspects objectaux du connaisseur sublime de tous les aspects de l'esprit omniscient. Bien sûr, tout ce qui existe est connu par l'esprit omniscient. Hein? Et donc, Geshe-la a expliqué un peu la définition. Donc, c'est un aspect du connaisseur final. Hein? Donc, final parce que le potentiel est complètement développé, et c'est ce qu'on dit tout à l'heure, final, ça veut dire complètement abouti, ça veut dire en fait pleinement développé, hein? Le continuum est pleinement développé, le potentiel est complètement épanoui, toutes les qualités sont développées. Donc, c'est seulement chez un Bouddha, hein, un aspect d'un connaisseur final, atteint par la force de l'entraînement dans une application
qui est la méthode pour atteindre ce connaisseur final. Et donc, Sheila a expliqué, l'application ici, c'est la méthode de l'union de la méthode de la sagesse. Hein. La méthode qui permet de le développer, c'est en conjonction la méthode de la sagesse. Hein. Donc, ensuite, il a expliqué ses enfants ici, ça fait référence à... Normalement, quand on dit les enfants des Bouddhas, on dit ces enfants, ça fait référence d'habitude aux Bodhisattvas. Et il a dit ici, non. En fait, ça fait référence aux Arya Bouddhas. Parce que les Arya Bouddhas, on peut dire, sont les enfants de l'aspect omniscient, hein, de l'aspect du connaisseur sublime. Hein. Parce que, en fait, tous les Bouddhas dépendent de ce connaisseur. Donc, ensuite, il y a eu quelque chose qui était apparemment un peu difficile parce que Valérie l'a traduit, elle n'a pas voulu répéter. Et moi, je n'avais pas trop compris d'ailleurs. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je n'avais pas trop compris ce que ça voulait dire. Et en fait, j'ai redemandé et en fait, c'est assez simple. Hein? Pardon? Sur quoi? En suivant, c'est sur ce que voulait dire concordant. Hein? En fait, c'était juste concordant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ces 110 aspects, il y en a 37 qui sont concordants avec ceux qui existent chez les auditeurs. Donc, il faut que vous sachiez que dans cette littérature, quand on dit auditeur, ça inclut les réalisateurs solitaires. Hein? Quelquefois, les deux ne sont pas nommés, mais quand on dit auditeur, ça inclut les deux. Pourquoi? C'est une convention. Ouais. Quelquefois, dans certains cas, on dit auditeur, mais ça inclut aussi les réalisateurs sur la Terre. Ouais. Hein? Alors voilà, c'était sur concordat. C'est pas très difficile en fait. Oui, en fait, j'avais mes notes et là, j'ai plus mon petit papier. Oui, en fait, concordant avec ceux existants chez les auditeurs. Vous voyez à la page 63, par exemple, des similitudes de la plupart d'entre eux existent dans le continuum des Aryas du Hinayana et des Aryas Bodhisattvas. Donc, les aspects sont concordants avec ceux qui existent chez les auditeurs et les Bodhisattvas. C'est-à-dire ces 37, quand on parle de ces 37 facteurs, donc ce sont les 37 facteurs de l'éveil, ou qu'on appelle aussi 37 auxiliaires de l'éveil, et ils sont concordants avec ce qui existe chez les auditeurs, parce que des aspects similaires sont aussi générés dans le continuum des auditeurs et réalisateurs solitaires. C'est quelque chose que l'on trouve chez eux. Et en fait, ce sont des réalisations, ces 37, qui appartiennent à la classe des réalisations claires des auditeurs et des réalisateurs solitaires. En fait, ça appartient, c'est propre à ces... Ça fait partie, si vous voulez, de la classe de leur objet de méditation. Ce sont des objets de méditation des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Donc, ils appartiennent à la classe des réalisations claires des auditeurs. Mais les bodhisattvas les cultivent à partir du chemin de l'accumulation. D'ailleurs, quand vous voyez la liste de ces 37, à la page 64 en bas, vous voyez l'obtention. Ça commence au chantier, voilà. Au chantier de l'accumulation. Oui, parce que moi j'ai toujours dit sentier, puis maintenant on dit chemin. Alors bon, ça doit... Chantier c'est bien aussi. Hein. Au chantier de l'accumulation. C'est pas mal, hein, ouais. En plus, on est en chantier. Oui, oui. Non, mais le sentier, voilà, le chemin. Alors, à partir du chemin de l'accumulation.
Et d'ailleurs, quand on parle après des limites, ces 37 facteurs, les limites, il y en a parmi vous, quand on a posé les questions des limites, ne savaient pas qu'est-ce que c'était les limites. Les limites, ça veut dire, bon, à la fin d'ailleurs de l'enseignement aujourd'hui, Valérie en a parlé sans prononcer le mot limite en fait. Elle disait là où on trouve finalement, je ne sais plus comment elle a dit, mais elle a dit où c'est qu'on trouve ces 37, en fait on les trouve à partir du chemin de l'accumulation jusqu'à la terre de Bouddha. Donc ça c'est les limites. On parle toujours de limites, donc sachez ce que c'est. Donc, les bodhisattvas les cultivent, ces 37 facteurs, à partir du chemin de l'accumulation et à leur point culminant. Ce sont des aspects, à leur point culminant, final, complètement développés. Donc, ce sont des aspects du connaisseur sublime de tous les aspects. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont complètement développés, les bodhisattvas les pratiquent à partir du chemin de l'accumulation et arrivés au terme complètement développés, à leur point culminant, ils font partie de la connaissance sublime de tous les aspects de l'esprit omniscient. Et donc ça montre aussi que au sein de l'esprit omniscient, bon maintenant je dis l'esprit omniscient, je ne sais pas si c'est tout à fait juste, c'est une façon de vous dire, le connaisseur sublime de tous les aspects. Donc au sein du connaisseur sublime de tous les aspects, il y a la présence d'un connaisseur qui correspond à celui qui apparaît chez les auditeurs. Et en fait, il y a la présence, on peut dire, d'un connaisseur des bases. Parce que ces 37, en fait, ce sont des connaisseurs des bases. À l'intérieur, pour un Arya Bouddha, c'est un connaisseur des bases et c'est aussi un connaisseur sublime de tous les aspects. Et donc, c'est un connaisseur des bases parce qu'il appartient au départ aux réalisations des auditeurs et des réalisateurs solitaires. Donc, on peut dire que c'est aussi un connaisseur des bases. Bon, j'ai revu ça avec Sheila. On peut dire que c'est un connaisseur des bases, mis à part, parce que vous vous rappelez, quand on parle dans des différentes réalisations, on voit, par exemple, quand on parle on parle, par exemple, de l'impermanence, qu'est-ce qu'il y a? L'impermanence, le non-soi, oui. L'impermanence, le fait que ça soit contaminé, et puis le non-soi, les différents niveaux de non-soi. Et dans le Mahayana, on ajoute l'absence d'existence véritable. Donc cet aspect-là, ce n'est pas un connaisseur des bases. L'aspect d'absence d'existence réelle ou véritable. Donc, oui, ce que Geshe-la disait à ce moment-là, juste là, quand il a présenté les 110 aspects, et donc il a dit, c'est concordant avec ceux qui existent chez les auditeurs et qui sont similaires à ceux médités par les auditeurs. Et donc, il a dit, les aspects objectaux sont ceux qui sont médités par les auditeurs. Et chez les auditeurs, ce sont des connaisseurs des bases. Et ça ne devient chez les auditeurs, bien sûr, ça ne devient pas ça reste des connaisseurs des bases. Donc, les 37 facteurs auxiliaires de l'éveil. Donc après, Geshe a parlé de l'éveil. 3 sortes d'éveil en fonction des 3 véhicules. Donc l'éveil étant en fait l'état d'aboutissement. Donc oui, quand on parle d'éveil, il y a 3 types d'éveil, on peut dire. L'éveil d'un Bouddha étant l'éveil suprême ou le grand éveil. Et donc, on peut parler aussi de l'éveil des auditeurs, des réalisateurs solitaires et des bodhisattvas. L'état d'aboutissement caractérisé par une sagesse supérieure qui connaît l'extinction
et l'impossibilité d'émergence des perturbations. C'est-à-dire tout est éteint, toutes les perturbations, ce qui est abandonné est abandonné, et aussi on connaît aussi la non-émergence, l'impossibilité pour ces facteurs de revenir. Et donc ces facteurs, donc l'éveil dépend de l'application des 37 facteurs. Donc, en dépendant de la méditation sur ces 37 facteurs de l'éveil, dans le Hinayana, on atteint l'éveil des auditeurs réalisateurs solitaires, et dans le véhicule des bodhisattvas, on atteint le grand éveil. Et donc, page 64, il y a les 7 catégories. Et à la page 65, la définition. Donc, la définition d'un placement rapproché de l'attention, un connaisseur sublime d'une personne entrée dans le sentier, inclut soit dans l'attention, soit dans la sagesse, qui médite sur les corps, les sensations, l'esprit et les phénomènes en examinant les caractéristiques spécifiques et générales de chacun. Donc, on médite en examinant les caractéristiques spécifiques et générales. Le placement rapproché de l'attention. Donc, c'est ce terme, Jempa. C'est toujours ce terme qu'on traduit par mémoire. Valérie préfère utiliser mémoire, attention. C'est le même facteur que dans le calme mental. Dans le calme mental, on utilise la mémoire. Donc, c'est le même facteur. Donc, qui permet de ne pas oublier. Donc, il s'agit d'observer, d'utiliser la sagesse pour appréhender les caractéristiques générales ou spécifiques. Et donc, le placement rapproché implique le recours à ces 2 facteurs. Grâce à la sagesse et à l'analyse, il y a la compréhension, et la mémoire ne perd pas cette compréhension. Donc, c'est le non-oubli de ce qui est trouvé par la sagesse quant aux caractéristiques de l'objet. Donc, les caractéristiques spécifiques et les caractéristiques... Je crois que je suis lente, je ne peux pas changer trop. J'essaie d'aller vite. Les caractéristiques générales, donc, c'est ce qu'on trouve chez tous les phénomènes, c'est-à-dire l'impermanence, la nature impermanente, la nature de souffrance, la nature du vide et de sans soi. Ça, ce sont les caractéristiques générales. Et les caractéristiques spécifiques de chacun, c'est la nature de cet objet. Leur nature. Dans la nature du corps, la nature des sensations, la nature de l'esprit, la nature des phénomènes. Ça, c'est leurs caractéristiques spécifiques. Et donc, avec les 4 placements rapprochés, donc ici, il n'y a pas beaucoup d'explications à la page 65, mais on est reporté à la page 186 où il y a une annexe avec plus d'explications. À la fin de la page 65, avec les 4 placements rapprochés de l'attention, on s'engage dans la méditation sur les 4 nobles vérités. Parce que par rapport au corps, on va voir le corps comme étant souffrance. Par rapport aux sensations, on va voir que la sensation génère le désir, la soif. Et donc, c'est une méditation sur l'origine de la souffrance. Et puis, par rapport à l'esprit, on va voir, on va examiner l'esprit et on va voir
Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on peut séparer l'esprit des perturbations, de la saisie, et donc c'est une méditation sur les cessations, et par rapport au phénomène, c'est une méditation sur les chemins. Et donc, Geshe l'a expliqué. Donc, par rapport au corps, oui, si vous voyez, oui, à la page 187, il y a une... il y a le commentaire du trésor de connaissances, une citation. Leurs caractéristiques spécifiques sont leur nature individuelle. Leurs caractéristiques générales sont que tous les produits sont impermanents, tout ce qui est contaminé est souffrance et tous les phénomènes sont vides et non soi. Donc, les caractéristiques spécifiques par rapport au corps, ce sont les éléments du corps et leur évolution. Donc, Geshe l'a un peu expliqué. Les éléments du corps et leur évolution, donc voir que le corps est fait de différentes parties, voir de quoi, comment est fait le corps, hein, et voir l'évolution, d'où il vient, dans des cellules sexuelles des parents, et leur évolution. Et donc, l'évolution du corps, et donc on voit le corps comme étant quelque chose qui est insatisfaisant par nature, qui aussi génère la douleur et la souffrance, parce qu'il est exposé à la plus petite condition adverse. Et donc c'est une agrégation de parties, et c'est un amalgame impur. Donc on médite aussi sur l'aspect impur du corps, repoussant du corps, qui est composé de différentes choses. Donc, dans ces méditations, il y a par exemple aussi, il y a des méditations donc, qui sont, par exemple, de voir... Il y a des méditations comme ça, de méditation sur les cadavres, par exemple, hein, en voyant que c'est la nature du corps. Et aussi, il y a des méditations pour... D'ailleurs, c'est dans les sutras. Je ne l'ai pas trouvé là, mais c'est des citations dans les sutras. C'est aussi pour se débarrasser de l'attachement, pour se détacher. Hein, et donc, voir la nature du corps. Dans les sutras, il y a les listes des substances. Hein, le corps qui est fait, en fait, de, je ne sais plus si c'est 36, je ne sais plus, substances impures. Et donc, il y a la liste de toutes les substances. Et donc, quand on médite sur la liste. Hein. Mais en fait, dans ces méditations, parce qu'on a l'air de dire, quelquefois, quand on lit ça, ouais, le corps, c'est repoussant, c'est sale, etc. Mais dans ces méditations, quelquefois, on ne fait pas forcément il n'est pas question forcément de voir l'aspect sale ou repoussant, mais juste l'aspect, je dirais, réaliste. Hein, par exemple, dans les sutras, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. On fait l'inventaire un petit peu, hein, que ce soit mon corps, que ce soit le corps de l'autre. Et le résultat, c'est que toutes ces substances, ce n'est pas des objets d'attachement. Hein. C'est ça le résultat un peu. Quand on voit tout ça, on n'a pas vraiment envie de posséder. Et ça, c'est la nature du corps. Hein. Et donc, on voit le corps comme ce qui est insatisfaisant, par nature, c'est-à-dire souffrance. Hein. Et donc, on médite sur la vérité de la souffrance. Il y a une petite anecdote, je me rappelle toujours, au début, quand je suis arrivée dans le Dharma et que j'entendais la Masopa Rinpoche quand j'étais jeune et que j'ai découvert le Dharma, jeune relativement, hein, et vous savez, vous entendez toujours des choses qui vous fascinent un peu ou qui vous choquent ou qui vous frappent. Et je me rappelle toujours la description de la Masopa Rinpoche du corps, un sac rempli de choses sales, d'impuretés, avec des trous et des poils dessus.
Et alors, je trouvais ça assez frappant, hein, et marrant en même temps. Je me disais, la vision d'un yogi du corps, hein, presque voir un sac poubelle avec plein de choses, et puis des trous et des poils et des cheveux. Voilà. J'avais jamais entendu ça. Vous non plus, d'ailleurs. Ouais. On veut aller à la décharge. On a envie de s'en séparer de la souffrance. Ça fait un peu caricature. Bon, voilà, pour le corps. Hein. Et donc après, donc la caractéristique spécifique. Ah oui, il faudrait faire une BD. Oui, justement, il fait une BD, il faudra le dire à notre ami. Et donc après, il y a l'examen du corps comme étant de la nature de la souffrance, donc étant impermanent, et puis donc les caractéristiques générales, hein, étant de la nature de la souffrance, étant impermanent, étant vide d'existence unitaire, permanente, unitaire, indépendante, et étant vide d'existence substantielle, d'existence autonome et substantielle. Donc j'ai posé la question à Geshe-la par rapport à ça. Quand on dit vide d'un soi permanent, unitaire et indépendant, permanent, unitaire, indépendant, et vide d'un soi autonome et d'existence, qui aurait une existence substantielle, autonome et substantielle. Normalement, ça c'est le non-soi de la personne, c'est pas le non-soi des agrégats. Donc comment l'appliquer au corps, puisque le corps en fait c'est pas une personne. Oui, alors donc il y a plusieurs façons par rapport. J'ai posé la question à Geshe-la, comment on pose ça par rapport au corps, par rapport aux sensations, par rapport à l'esprit et par rapport au phénomène. Parce que Geshe-la n'a pas tout décrit non plus pour les sensations. Il n'a pas tout fait en détail. Donc Geshe-la a dit par rapport au corps, parce que le corps, sur le corps, on trouve le jeu. On ne le trouve pas, mais sur le corps et le jeu. On associe le corps à la personne. Et donc, on peut dire que le corps n'est pas une personne qui existerait de cette façon-là, qui aurait une existence permanente, unitaire et indépendante, et ni une existence autonome et substantielle par rapport au corps. Geshe-la a dit par rapport à l'esprit aussi, on peut dire ça, parce que pour les Svatantrika et en dessous, c'est-à-dire les Svatantrika et les Chittamatras, on trouve la personne, et la personne, c'est la conscience mentale. Donc, on peut dire par rapport à la conscience mentale, quand on parle de l'esprit, par rapport à la conscience mentale, on peut dire que la conscience mentale n'est pas une personne qui existerait de cette façon, de ces deux façons. Mais pour les autres objets, donc les sensations, pour les sensations, on va dire ça, pour les sensations, donc la sensation n'est pas l'objet d'utilisation ou de jouissance d'une personne qui existerait de cette façon-là. Et pour la conscience aussi, on peut dire ça. Pour la conscience, donc, soit ce n'est pas une personne qui existerait de cette façon-là, ou alors la conscience est vide d'être l'objet de jouissance d'une personne permanente, unique et indépendante. C'est comme ça, on avait, si vous vous rappelez bien, on avait dit chez les Svatantrika, le non-soi de la personne, donc qui est le fait d'être vide, donc le fait d'être vide de ces deux façons, par exemple le fait d'être vide d'existence autonome et substantielle, le non-soi de la personne est aussi posé sur les phénomènes
en disant que ce ne sont pas des objets d'utilisation ou de jouissance d'une telle personne, d'une personne qui existerait de cette façon. Et donc de même pour les phénomènes. Voilà, donc je regarde l'heure. Donc par rapport à la sensation, on médite sur la vérité de l'origine. Comment on fait? Quelqu'un a une idée? Comment, par rapport aux sensations, on médite sur l'origine? Peut-être tu prends le micro s'il y en a un. Parce que les sensations qu'on éprouve provoquent soit de l'attachement, soit de l'aversion, soit de la neutralité. Et en fait, l'attachement et l'aversion sont provoqués par des émotions perturbatrices. Donc, tu disais quoi au début? Pardon? Oui, comment la relation entre la méditation sur les émotions et ce sont les origines, les sensations, pardon. Les émotions perturbatrices. Voilà, c'est l'origine. D'accord. Donc, pour le répéter presque comme tu l'as dit, c'est que oui, la sensation est la source de la soif. Hein. On voit par rapport aux sensations, donc les sensations agréables, on ne veut pas être séparé. La séparation et la non-séparation. Hein. Bon, on peut dire aussi l'attachement et l'aversion. Donc, à partir de la sensation agréable et désagréable, il y a la soif qui naît d'être séparé ou de ne pas être séparé. Cette soif, donc, c'est l'origine de la souffrance. Hein. Voilà. Et donc, c'est la cause de la souffrance, et à partir de là, on génère le souhait d'abandonner l'origine. Et ça, c'est bon, quand on médite. Bon, d'ailleurs, si vous avez fait Vipassana, c'est ça qu'on fait en Vipassana, en fait. Hein, le vénérable Antonio, il a enseigné là-dessus, sur les 4 placements de l'attention. Hein? C'est le cœur de la pratique de Vipassana. Oui, c'est la base de la pratique, c'est cette pratique-là. Parce que justement, on garde l'attention toujours sur ça, jusqu'à découvrir les caractéristiques de l'existence, les 4 caractéristiques, c'est ça? On découvre en Vipassana, on dit ça comme ça, les 4 caractéristiques, c'est-à-dire, ou les 3 peut-être, l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Et donc là, comme dit Geshe-la aussi, donc là, le non-soi, il y a les 2 niveaux du non-soi. Et dans le Mahayana, on ajoute aussi l'absence d'existence véritable. Hein, parce que dans le Mahayana, on médite sur le non-soi des phénomènes, hein, pour se libérer. Donc après, donc, il y a le corps, il y a les sensations. Voilà. Donc dans le contexte du Mahayana, on ajoute une caractéristique, c'est l'absence d'existence véritable ou réelle. Donc pour les bodhisattvas doivent réaliser le non-soi des phénomènes. Donc chez les Svatantrika, en fait chez les Prasangika, pour se libérer, il faut réaliser le non-soi des phénomènes. Chez les Prasangika. Mais chez les Svatantrika, les auditeurs et les réalisateurs solitaires n'ont pas besoin de réaliser l'absence d'existence réelle. Hein, parce en réalisant le non-soi de la personne, on se libère. Donc après le placement sur les sensations, ici il est dit les sensations sont les causes des soifs. La caractéristique spécifique des sensations, c'est l'entité de l'expérience.
Donc, ensuite, méditer sur la conscience, hein, l'esprit. Et donc, je l'ai expliqué ici, la conscience, c'est les consciences primaires, principales, sensorielles et mentales. Et donc, en examinant cette conscience, voir comment elle existe, ses causes et ses conditions, ce qu'elle entraîne, et voir qu'elle est influencée par autre chose. Et donc là, Geshe-la a décrit, parce que, en fait, la nature de la conscience, la caractéristique spécifique de l'esprit, c'est sa nature. Hein. Et donc, la nature conventionnelle de l'esprit, c'est ce qui est clair et connaissant. Et donc, pendant l'enseignement a été décrit la façon de méditer. Donc, on se concentre, on se focalise sur la conscience actuellement active, sans penser à différentes choses, juste ce qui se passe à l'instant. Le passé n'existe plus, le futur n'est pas encore là, tout ce qui existe, c'est l'instant présent de conscience. Et à force de méditer comme ça, on réalise l'entité claire et connaissante de la conscience. Donc, c'est pas facile de réaliser hein? Bon, mais en s'exerçant, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on perçoit que la conscience est. Donc, on se focalise sur cette entité claire et connaissante. Donc, Geshe l'a dit, en méditant de cette façon, qu'est-ce qui va apparaître? L'apparence d'un vide. L'apparence d'un vide va apparaître. Et en se focalisant sur cette entité, donc en se focalisant sur l'entité claire et connaissante, un espace vide va apparaître. Et ce qui perçoit cet espace est la conscience. L'espace vide signe l'existence de la conscience. Donc, Geshe, si j'ai bien compris, a parlé de ces deux. D'un côté, il y a l'apparence du vide, il y a l'apparence de vide, et donc ça, c'est la nature claire et vide de la conscience qui apparaît comme un vide. Et cette apparence de vide permet d'appréhender l'aspect connaissant de la conscience, parce qu'il y a les deux aspects, clair et connaissant. Et donc cet aspect vide, d'un côté apparaît, et donc ce qui apparaît en même temps, c'est la capacité de réfléchir et de comprendre ce qui apparaît, et ça c'est l'aspect Rigpa, c'est-à-dire l'aspect connaissant. Et donc le placement rapproché permet de capter ce flux d'instants de conscience qui se succèdent les unes aux autres. Et c'est un continuum ininterrompu. Et donc c'est un peu la méditation qu'on a essayé de faire. Bon, évidemment, si on fait une méditation comme ça, demi-heure le dimanche matin, on est dimanche, oui. Dimanche midi, c'est un peu juste, mais ça c'est quelque chose qui demande un peu de pratique. Bon, c'est pour ça que Vipassana c'est aussi bien. Hein. Et en fait, moi je travaille avec Vipassana ou si vous méditez, c'est ça finalement, vous voyez quoi? Vous voyez tous ces instants qui se suivent et vous dites mais il n'y a rien là-dedans. Hein, il n'y a que ça finalement. Donc il n'y a pas de place pour un jeu, pour un soi, pour autre chose. Hein. Et donc c'est ce qui est dit, c'est que finalement vous n'avez plus peur, vous laissez tomber. Hein. Vous n'avez plus peur de ne pas avoir le soi. Et donc cela vous permet d'aller vers la cessation. Hein. Donc c'est-à-dire lâcher la saisie. Hein, la saisie d'un jeu, la saisie d'un soi et tout ce qui s'ensuit.
c'est ce qui est dit aussi à la page 188, en méditant le placement de l'attention aux consciences, qui sont la base de la saisie du soi, l'esprit est analysé comme impermanent, mettant fin à cette conception du soi. Grâce à l'absence de peur de l'anéantissement du soi, la cessation est actualisée. Parce que finalement, vous voyez, le soi ne peut pas être anéanti puisqu'il n'est pas là. Hein. Et malgré qu'il n'y ait pas de soi, il y a un continuum. Donc après, on a parlé des caractéristiques générales, donc de l'impermanence, de l'aspect de souffrance, dans l'impermanence de la conscience, l'aspect de souffrance. La conscience primaire est sous le contrôle des émotions perturbatrices. Donc l'aspect de souffrance ou l'aspect contaminé. Ensuite, le caractère, l'absence d'existence d'un soi permanent, unitaire et indépendant sur cette conscience. Donc on peut voir ça de deux façons, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de personne qui existe de cette façon-là. Et également, ou alors la conscience n'est pas... Bon, ça, s'il s'agit de la conscience mentale, ou alors cette conscience n'est pas l'objet d'utilisation, de jouissance d'une personne qui existerait de façon permanente, unitaire, indépendante. Et donc la même chose pour une personne qui existerait de manière autonome et substantielle. Et dans le Mahayana, en plus de ça, donc, on parle de l'absence d'existence réelle. Donc, en focalisant la mémoire et la sagesse sur la conscience primaire, on voit sa nature et les caractéristiques générales. Et on voit que l'esprit peut être débarrassé de ses perturbations et on peut atteindre la cessation. Ensuite, les placements rapprochés sur les phénomènes. Donc, tous les phénomènes qui font pas partie des trois premiers, c'est-à-dire qui ne sont pas les corps, qui ne sont pas les sensations et les consciences primaires. Et donc, qu'est-ce qui reste? Il reste tous les facteurs mentaux qui ne sont pas les sensations. Donc, les consciences primaires font partie de... Si vous vous rappelez l'Orig, il y a la conscience primaire ou principale et les facteurs mentaux. Donc, la conscience principale fait partie de la troisième. Et donc, tous les facteurs mentaux, sauf la sensation. Et ensuite, tous les phénomènes, les démines du Dje, qu'on appelle en tibétain, c'est-à-dire les phénomènes composés non associés, qui ne relèvent ni de la forme ni de la conscience. Et les phénomènes non composés. Donc, quand on parle des existants, quand on catégorise ce qui existe, on a deux types de phénomènes, ce qui est composé et ce qui est non composé. Ce qui est composé, c'est les phénomènes impermanents, et ce qui est non composé, c'est les phénomènes permanents. Et dans les phénomènes impermanents, dans les phénomènes composés, c'est divisé en trois. Ça c'est le truc de base, il faut que vous le sachiez ça. C'est quoi les trois? Donc les trois, c'est la forme, la conscience et les phénomènes qui sont ni l'un ni l'autre. Ça, c'est vraiment la base, on l'a déjà dit ça sûrement. Donc la forme, c'est-à-dire la matière. Dans les phénomènes, donc il y a les phénomènes qui sont impermanents et les phénomènes qui sont permanents. Qui sont permanents, qu'est-ce qu'il y a comme permanent? Il y a l'espace, la vacuité, les cessations. On dit aussi les comment? Les images mentales, oui, les concepts. Donc ce sont les choses qui comme l'espace, qui ne changent pas d'instant en instant. Ça ne veut pas dire que c'est éternel. C'est permanent, ça ne veut pas dire que c'est éternel. Mais tant que ça existe, ça ne change pas. Ça ne dépend pas des conditions comme tout le reste qui nous entoure. Et donc parmi ces phénomènes impermanents, donc, il y a tous les phénomènes non composés, donc permanents, font partie de ce quatrième objet, de placement rapproché. Tous les phénomènes non composés, c'est-à-dire permanents. Et parmi les phénomènes permanents, impermanents, pardon,
c'est ce qui ne relève ni de la forme ni de la conscience, hein, qu'on appelle les phénomènes composés, donc qui sont impermanents, mais qui ne sont pas associés, qui ne sont ni matière, ni conscience. Et donc, les exemples, une personne, hein, qu'est-ce qu'il a dit? L'impermanence, hein? Un chien, un cheval. Oui, parce qu'en fait, quand on dit personne, un humain, un cheval, c'est une personne aussi, au sens philosophique, hein? Un individu. Un ensemble, le temps, je crois. Après, bon, ça se discute. Donc, on va arrêter là parce que je vois que c'est l'heure. Hein? Donc ça, ce sont les phénomènes qui font partie de... Alors là, les permanents, l'espace, la vacuité, la cessation, le dharmakaya, tout ça, voilà. Donc on regarde les caractéristiques spécifiques, leur nature pour chacun et les caractéristiques générales. Merci.